recommencer. Deuxième partie de la session. Et sans plus attendre, je cède la parole à Denis Parisot, Université de Nice, mais aussi Université de Pitești en Roumanie. Et Denis va nous parler de la problématique des femmes dans le sport, la question probablement de la domination et l'interrogation, est-ce une illusion démocratique européenne? À vous, Denis. Merci de m'accueillir ici. Vous avez un document en anglais qui circule, qui permet de suivre. Je vais présenter en français, donc ça vous aidera, si besoin, pour comprendre. Alors, je voudrais discuter avec vous cette question du genre dans le sport, bien sûr. Et peut-être que le propos va déranger, probablement d'ailleurs, un petit peu la pensée démocratique, cette pensée politiquement correcte et malheureusement aujourd'hui, à mon sens, quelque peu conformiste, qui voudrait se satisfaire de la progression numérique de la présence des femmes dans le sport. Depuis longtemps, la pensée conservatrice s'en est tenue à l'idéologie de Coubertin et de quelques médecins de l'époque bien pensants, considérant que les femmes n'étaient pas faites pour l'exercice physique et la compétition. Cette pensée a été combattue, bien sûr, par les démocrates, dont nous faisons globalement partie et peut-être héritage aussi. Et cette pensée est remplacée, à mon sens, par un autre conformisme. Un conformisme qui se satisfait d'une progression statistique quantitative. Dans tous les pays européens, le désengagement sportif est plus fort chez les femmes. Voilà le premier constat que je voudrais faire avec vous. Malgré cette pensée démocratique, le désengagement des femmes dans le sport est toujours plus fort, quel que soit le pays. Bien sûr, chaque pays a sa logique et ses règles de fonctionnement qui en font des singularités. Donc ce désengagement est toujours plus fort chez les femmes. Relativement à la moyenne européenne, vous avez cette vision d'ensemble sur le tableau qui est à l'affiche. Vous pouvez voir par rapport à la moyenne européenne combien les écarts entre pays sont importants. Certains sont au-dessus de la moyenne, d'autres sont en dessous, mais toujours, les hommes sont moins désengagés du sport que les femmes. Alors, sport et activité physique. Il ne s'agit pas seulement du sport de compétition et du sport organisé. Dans les deux caractéristiques, les femmes sont moins. Autre observation sur la Roumanie, en particulier, issue des informations sur la pratique sportive fédérale, sportive organisée. Là, on voit que selon les catégories de licence, la proportion de femmes licenciées dans les différentes catégories d'âge a diminué chez les seniors entre 2004 et 2009. On pourrait donc penser que dans certains contextes, le désengagement s'amplifie. Désengagement plus fort chez les seniors, désengagement plus fort chez les jeunes et les cadets. Vous voyez des chiffres passer de 27,3 à 18,5% par exemple. Mais la progression quantitative globale des licences, elle, est en progression relative dans les deux catégories. La catégorie des enfants fait exception. Chez les enfants, le nombre de femmes augmente. De filles, les jeunes filles entrent plus facilement en sport. Elles augmentent, mais elles augmentent dans une catégorie de licence qui diminue fortement. On est passé d'un nombre de licences en 2014 inférieur au nombre de licences de 2009. Donc dans ce contexte-là de désengagement global des enfants, les femmes arrivent en plus grand nombre et proportionnellement prennent de l'importance. Donc voilà quelques chiffres.
qui nous permettent de situer un petit peu le niveau de réflexion quantitatif. Ce sont des effets des politiques, ce sont des effets des volontés de démocratisation, d'ouverture du sport, que bien sûr, il ne s'agit pas ici de nier, mais plutôt d'apprécier à leur juste valeur. Or, en France, concernant la pratique sportive organisée, le taux de licence délivré aux femmes est en moyenne de 17,6% contre 24,1% pour la population des 15 ans et plus quand on regarde l'ensemble de la population française. Donc les femmes sont là encore sous-représentées. Ça représente à peu près 6 millions de licences féminines en 2010. Donc la progression des femmes en France est constante dans le sport. La progression est de l'ordre de 3 à 4% chaque année. Voilà pour le rythme d'avancée dans ce domaine. Mais ces chiffres, quelque peu rassurants, masquent, et c'est là où je voudrais porter la critique, marquent des fausses satisfactions. On peut relever des événements, des faits qui sont en fait des trompe-l'œil. La progression relève de la progression globale, c'est 4% de mieux, etc. Ça relève de fédérations qui sont déjà largement féminisées. Je pourrais citer l'équitation, qui est toujours donnée en exemple sur ce terrain. 75% de femmes dans la fédération d'équitation. Et donc cette fédération et ces fédérations qui sont déjà depuis longtemps féminisées sont des fédérations qui fournissent le quart des nouvelles licenciées. Dans le même temps, 54 fédérations sportives comptent encore moins de 25% de femmes et 19 fédérations comptent moins de 10%. Alors, je n'entre pas dans les détails, mais les statistiques et les chiffres sont connus. Il suffit de regarder les statistiques du ministère de la Jeunesse et des Sports pour avoir le détail de cette remarque. Je prends quelques exemples simplement. En boxe. La boxe compte 23% de femmes licenciées. C'est une fédération qui voit le nombre de femmes progresser assez fortement. Et d'autres pratiques sportives qui sont considérées, un peu comme la boxe, comme des bastions masculins. Par contre, celles-là restent très résistantes à la progression statistique. Je viendrai sur le pourquoi de cette différence de la boxe dans quelques instants. Pour 8 fédérations unisport, et là on est dans les grosses quantités de licences, le football, le rugby et quelques autres. Dans ces 8 fédérations unisport, la part de licences féminines est inférieure encore à 5%. Quand on sait que le football représente 10% des pratiquants de 15 ans et plus, 2 millions de personnes environ, 4,9% de femmes, ça fait 100 000 licences approximativement. En rugby, environ 17 000 femmes pratiquent le rugby. Voilà quelques exemples quantitatifs, très français ceux-là, dont les progressions moyennes, parce que les chiffres progressent bien sûr, ces chiffres cachent des disparités entre l'équitation et ce qui se passe dans les grosses fédérations unisport. Vous voyez que là, on est dans des mondes excessivement différents. Alors, quelle est la question ? Voilà le constat. La question est la suivante. Est-ce que la nature des enjeux est quantitative strictement ? Il suffirait de mener des politiques pour inciter à pratiquer. À mon sens, non. La réponse quantitative est insuffisante. Une politique qui ne viserait que la quantité est une politique qui va manquer sa cible. Pour une raison simple, c'est que la nature des enjeux est d'abord qualitative. Alors dans cet esprit, quelque peu impertinent, je voudrais citer une phrase de Gustave Flaubert, qui ne parlait pas du sport, bien sûr, qui parlait de la démocratie du point de vue général dans la société. Le rêve de la démocratie, disait Gustave Flaubert, c'est d'élever l'ouvrier au niveau d'imbécilité du bourgeois. Si je reprends cette phrase, transposée à la question des femmes dans la société industrielle, l'idée à propos des femmes se laisse là encore cruellement modulée de la manière suivante. Le rêve de la société industrielle avancée serait d'élever la femme
au niveau de fonctionnalité synthétique et aseptique de certains hommes. Cette force qui nous entraîne à contre-cœur, à contre-âme, à contre-corps, où nous ne voulons pas vraiment aller, nous étant les femmes, c'est la coercition sociale. Elle nous mène selon des critères imposés de l'extérieur, le paraître, l'image sociale et l'image professionnelle. Vous voyez que la question ne se résumera pas à augmenter la quantité des femmes dans la pratique sportive. Alors comment s'expliquent, du point de vue de la sociologie, les situations inégalitaires? L'émancipation des femmes s'opère dans les sociétés industrielles selon une doctrine politiquement correcte de la démocratie participative. La promotion sociale des femmes pourrait se faire au nom du libre choix par l'accès éventuel de certaines de ces femmes au territoire masculin. Nous sommes permissifs. Tout est possible, tout est permis. Sur cette base, les statistiques officielles confirment que ce principe de progrès est appliqué puisque 69 fédérations françaises ont mis en place des plans de féminisation. Mais la réponse quantitative est notoirement insuffisante et elle est trompeuse, je viens de m'en expliquer. Où est la question? Selon les anthropologues, et en particulier Françoise Héritier, la clé de l'inégalité de statut entre les hommes et les femmes se trouve dans le rapport inégal que nous entretenons au pouvoir de reproduction. Les femmes disposent seules de ce pouvoir. Je n'apprends à personne ici que ce sont les femmes qui font les bébés. Donc, qu'est-ce qui reste aux hommes face à cette injustice fondamentale? Eh bien, il ne reste plus que de tenter de contrôler ce pouvoir de reproduction des femmes. Donc, toutes les sociétés, à leur manière, ont inventé des systèmes de contrôle. Contrôle violent, coercitif, légal, mais surtout contrôle par le langage, par les représentations, par les symboliques. Je vais venir avec cette question-là, bien sûr, sur le sport. Donc le genre, c'est d'abord un système de rapports sociaux de pouvoir. Par conséquent, les genres masculins et féminins ne sont rien d'autre que des constructions sociales. Si je prends ce principe général et que je l'applique au sport, les faits corporels prennent alors un sens social. À travers l'action des instances de régulation que sont le club sportif, les événements sportifs, la mise en œuvre du corps, les modèles de corps, les pratiques physiques de loisirs, à travers l'action d'agents de régulation comme les arbitres, les entraîneurs, les dirigeants, les médias, les parents, les éducateurs, les spectateurs, les supporters, mais encore les populations pratiquantes. Tous ces agents de régulation transportent avec eux des modèles qui sont des modèles de société et qui sont bien au-delà de la question sportive au sens strict. Donc dans le champ sportif, comme ailleurs, les hommes et les femmes fréquentent des frontières symboliques qui sont culturellement établies et qui délimitent tacitement des identités sexuelles. Alors quelques auteurs nous ont montré comment cette affirmation-là s'appliquait au monde du sport et on décrit le sport, l'espace sportif plus largement, comme un marqueur identitaire. C'est donc un marqueur identitaire en référence à une norme sexuelle. Donc nous sommes là dans un piège sémantique, piège idéologique. Les transgressions, les femmes qui pratiquent le rugby transgressent la norme sociale. Mais ces transgressions trouvent leurs limites et leurs modalités selon les différents contextes sportifs. Il y a donc des minorités agissantes dans le sport, et c'est tant mieux, mais ces minorités agissent sous un double discours d'égalité et de différence fondé sur le droit de jouer à des jeux de garçons. Alors la pratique du football, je prends ces pratiques-là en exemple, évidemment, il y en a d'autres. La pratique du football, la pratique de la boxe, la pratique du rugby sont des exemples parmi tant d'autres
et le mouvement complexe de conquête de territoires sportifs par les femmes va osciller entre tentation du mimétisme, je vais m'en expliquer, et réaffirmation de la différence. Donc on va faire comme les garçons, mais on va aussi ne pas oublier de préciser que bien que faisant comme les garçons, on n'en reste pas moins des femmes. Donc les femmes sont, c'est Pierre Bourdieu qui le dit depuis 1998 au moins, les femmes sont dans une situation de double bind. Si elles agissent comme des femmes, elles paraissent incapables et inadaptées à la situation sportive. Alors dans le football, suffisance masculine, mépris des femmes caractérise les bases de la cohabitation. Je reprends là le descriptif fait par une chercheure, Madame Ménesson, en 2006, sur les clubs, le rapport des femmes, des joueuses de football avec le monde masculin du foot. Donc cette place des femmes dans le football reste marginale et elle est surtout dévalorisée dans la mesure où le monde du foot n'a aucun besoin, c'est sa thèse, n'a aucun besoin de l'arrivée des femmes pour exister. Ils sont suffisants entre hommes. Les effectifs masculins sont importants, ils progressent. Donc la présence des femmes n'est pas dans la stratégie principale de ce genre de fédération. Donc la relation aux femmes y est souvent difficile, méprisante, les entraînements sont séparés et les relations souvent tendues. Qu'est-ce qui fait tension ? Eh bien d'abord, cette caractérisation du milieu des femmes au football comme un milieu homosexuel. Donc l'homophobie des hommes peut se développer. Vous voyez qu'on passe d'un terrain sportif à un terrain tout autre, qui est celui de la sexualité. Mais je veux dire, le glissement, il est immédiat. Et bien sûr, c'est un moyen de déclasser les femmes qui deviennent des femmes qui ne sont plus tout à fait des vraies femmes aux yeux des hommes, bien sûr. Voilà pour le foot. Dans la boxe, là aussi, la concurrence est vive, mais sur un autre mode. Le mode de relation à l'intérieur de la boxe est plutôt sur le modèle de la compréhension sous contrôle. Pourquoi ce rapport est plus sympathique, on va dire ça comme ça ? Bien parce que dans la boxe, la concurrence avec les autres pratiques sportives voisines, kickboxing par exemple, fait que la fédération de boxe est en difficulté. C'est une petite fédération, elle perd des adhérents masculins qui vont vers des pratiques de boxe beaucoup plus violentes. Donc le fait de s'ouvrir favorablement à la présence des femmes est un moyen de maintenir le niveau d'effectif et la présence de la boxe classique à un niveau d'effectif suffisant. Donc il y a un intérêt à cela. Voilà encore une observation de Madame Ménesson. Donc le contrôle des filles est plus soft. Il est assorti d'entraînements communs. Au foot, c'est séparé. Il est assorti de relations plus quotidiennes qui vont se fonder sur des exigences de féminité et de respect de codes vestimentaires. Les filles qui boxent doivent être féminines dès qu'elles sont sorties du ring. Donc, tous les attributs de la féminité doivent être immédiatement remis en place. Celle qui l'oublie est rappelée à l'ordre par l'entraîneur, le coach, qui ne reçoit pas une boxeuse qui veut un rendez-vous avec le dirigeant autrement que lorsqu'elle est habillée en fille. Voilà des témoignages, bien sûr, de pratiques qui ont été constatées. Donc, dans les deux exemples, la modalité est différente, mais le contrôle des femmes s'exerce par l'intermédiaire des entrepreneurs de morale, que sont les entraîneurs, les dirigeants, etc., qui vont exiger avec force ou avec délicatesse et séduction la conformité des femmes à un code social vestimentaire en particulier, dès que la séquence sportive est terminée. Le rugby. Alors le rugby, je suis allé y voir d'un peu plus près à travers ce qu'on appelle les troisièmes mi-temps. Tradition forte du rugby. Alors que font les femmes dans les troisièmes mi-temps ? Là, on peut comprendre un certain nombre de ces mécanismes, je dirais, d'encadrement et de contrôle social.
il s'exerce là ce que Bourdieu appelle le compromis arrangeant entre genre masculin et genre féminin. Ça va s'exprimer par le mimétisme du masculin et par la réaffirmation en même temps du féminin. Alors les transgressions de la norme de genre produisent ce que Bourdieu appelle des condescendances croisées. Qu'est-ce que ça veut dire ? En transgressant l'assignation corporelle du féminin, lorsque les filles se mettent à jouer à des sports de garçons, les joueuses de rugby vont manier des stéréotypes de la virilité. Bien sûr, cette virilité est exacerbée. Elle est supposée symboliser les hypermâles et l'affirmation, en même temps, d'une existence féminine différente des mâles, bien sûr. Voilà la contradiction. Donc les joueuses de rugby adoptent des rituels provocateurs, j'ai pu le constater en observant les situations. Elles vont se livrer, comme les garçons, à des simulacres de pénétration homosexuelle, à des striptease, à des concours d'ingurgitation de bière, il s'agit de savoir qui en boit le plus et le plus vite, avec au moins autant de dextérité que les surhommes qu'elles imaginent et qui font alors référence. Les striptease se partagent, eux, entre exhibition des fesses. Bien sûr, les testicules, ça n'est pas possible. Mais qu'est-ce qui va remplacer l'attribut masculin ? Eh bien, comme par hasard, l'attribut féminin. Exhibition des poitrines féminines dénudées, dont la symbolique féminine n'échappe à personne. Donc, on fait comme les garçons, mais aussi on rappelle qu'on est des filles. Quand on montre quelque chose, on montre sa féminité. Une fois acquis, preuve corporelle à l'appui, le droit de jouer à des jeux de l'autre sexe, l'exercice se trouble un petit peu. Et l'identité féminine, un peu diluée dans la situation, dans cette parodie du masculin, va conduire les plus féminines, entre guillemets, à signer comme un antidote leur appartenance-différence au féminin, en esquissant à l'écart de la scène principale, celle où on ingurgite des bières autant que possible, à l'écart de cette scène-là, les plus féminines, entre guillemets, se mettent à esquisser des pas de danse classique. Alors là, vient à l'esprit du sociologue, un petit peu à l'affût que je suis à ce moment-là, cette image des petites filles sages qui ont été dans leur enfance des apprenties danseuses pour faire plaisir à maman et à papa, sous l'œil émerveillé des parents réunis. Le choix des pas de danse est loin d'être innocent. Ce n'est pas juste une petite blague comme ça en passant. Cette petite blague, elle dit beaucoup. Autrement dit, dans cette scène, l'ordre social s'est inscrit dans les corps par des injonctions tacites. Quand on dérape vers l'autre genre, on rappelle tout de suite qu'on fait partie d'un genre précis. C'est toujours ce double message qui fonctionne à chaque instant. Alors, des auteurs ont signalé depuis longtemps, ce que je dis là n'a guère évolué depuis une vingtaine d'années de la sociologie sur la question. On nous dit là que l'apprentissage du genre, qui est une construction sociale, je l'ai posé en principe au départ, eh bien cet apprentissage, il est efficace à une condition. Il faut qu'il soit tacite. Bien sûr, quand on joue au rugby ou à autre chose, on ne pense pas à tout ça. Donc il est tacite. Il fonctionne de manière implicite. Mais il est surtout partagé par les deux sexes. Donc il est consenti. Consenti, soit parce qu'il y a coercition, c'est les situations violentes de domination, soit parce qu'il est beaucoup plus subtilement intériorisé et que l'idéologie dominante du rôle du mâle, du rôle de la femelle, si je peux parler ainsi, ce rôle-là, ces rôles-là sont intériorisés dans une idéologie et bien sûr chacun y participe, les hommes comme les femmes. Encore une petite citation si vous me permettez. Aucun joug, aucune domination ne peut vaincre de l'extérieur.
si à l'intérieur de la citadelle, la reddition n'a pas déjà commencé. Autrement dit, la libération des femmes par l'engagement du corps dans les champs traditionnellement masculins n'est jamais qu'un usage subordonné du corps féminin, sous contrôle symbolique, bien sûr, du masculin, qui le jauge, le juge et le classe. Ce corps féminin, il est donc sous contrôle. Mais il est sous contrôle aussi du féminin, qui se rappelle à chaque étape de la transgression. Donc le corps est toujours remis en conformité, même quand on transgresse. C'est là où le piège se referme et où l'essentiel des inégalités peut être conservé, sous une apparente démocratisation de la société. Alors dès le plus jeune âge, on récite dans le milieu sportif un dogme qui voudrait que les sports soient devenus sexuellement tolérants. J'entends ça parmi mes étudiants en France. « Oh, mais monsieur, maintenant tout le monde fait ce qu'il veut. C'est tellement simple. » Je dis « Oui, bien sûr. Tout le monde fait ce qu'il veut, ça c'est juste. » Mais sous cette grande compréhension s'exerce une forme insidieuse de domination d'un modèle de pensée qui est construit sur la base d'une condescendance masculine bienveillante. Les hommes seraient devenus bienveillants. Formidable, non? Donc la tolérance, je suis allé voir un peu chez les philosophes, mais les philosophes nous signalent que la tolérance, elle précède toujours la répression. Nous sommes tolérants lorsque, faute de moyens coercitifs, nous sommes bien obligés d'attendre d'avoir les moyens d'écraser l'adversaire. C'est un peu le rôle de la diplomatie par rapport à la guerre, si je peux me permettre. Donc ça serait cette tolérance un minimum, une petite vertu nécessaire, une sagesse accessible, celle-là. Donc le piège est contenu dans l'énoncé même d'une soi-disant largesse d'esprit. Le procédé conduit à une disqualification douce des pratiques sportives décalées. De quel droit, c'est la question qui m'est venue à l'esprit devant ce tableau, de quel droit un sexe masculin s'arrogerait-il la possibilité d'autoriser ou de refuser à l'autre un domaine d'expression, à moins qu'il y en ait un qui aspire à contrôler l'autre et détienne dans la société traditionnelle une position forte. Je vous en prie, mesdames, faites donc comme nous, mais faites-le sous notre contrôle et notre regard. Attention, vous pouvez être déclassés. J'entends souvent que les joueuses de rugby ne sont pas des vraies femmes. Comme un certain nombre d'hommes qui pratiquent des activités qui seraient de l'ordre du féminin ne seraient plus des vrais hommes. Ce jeu réciproque de classement est au cœur même du piège symbolique dans lequel nous vivons. Donc les transgressions, posées comme des actes de libération, sont toujours, dans le même temps, contrôlées pour ne rien changer, sauf les apparences. Donc il y a des mouvements de surface, et la porosité des frontières du genre enclenche immédiatement de la résistance sociale qui va s'organiser autour de ces territoires de virilité exacerbée. Que faire? Une réponse, une seule, me semble-t-il, l'éducation. Parce que l'éducation est fondatrice du rapport entre les hommes et les femmes. Baudelot et Stablet, deux chercheurs sur cette question de l'éducation, ont fait de l'accès à l'école un moteur essentiel du changement. Changement de rôle social des femmes et des hommes. Et bien sûr, nous avons vu des transformations. La tradition nous a fait admettre le partage du monde dans le même temps, en deux univers. Un univers qualifié de prométhéen, qui réserve aux hommes les affaires, la politique, l'organisation, la guerre, la force, bien sûr. Pendant qu'un domaine relationnel de l'ordre de l'intime, du privé,
puis récemment des métiers du social, du soin, de l'éducation s'adressent au féminin. Alors le partage, l'éducation, oui, mais regardez ce qui se passe dans le champ de l'éducation du sport. Et puis je vais peut-être m'arrêter là parce que je crois que j'atteins la limite. Qu'est-ce qui se passe dans les facs de sport? Maximum de garçons, minimum de filles. Alors cette année à Nice, c'est 20% de filles en première année. Ça n'a jamais été aussi catastrophique. On est monté jusqu'à 30-35, pas plus. Mais quand on regarde qui fait quoi, les filles sont majoritaires dans les filières éducation, préparation au métier d'éducateur sportif, prof de sport, activité physique adaptée, on en parle beaucoup ici, très féminin. Et les garçons, pendant ce temps-là, ils font coaching, performance, management du sport. Si ça, ce n'est pas un partage du monde, dans une enveloppe démocratique où chacun peut venir en fac de sport. Alors bien sûr, il y a toujours un étudiant pour dire, bah oui, mais chacun fait ce qu'il veut. Si les filles ne viennent pas, on n'y peut rien. Oui, bien sûr, ça c'est vrai. Sauf que par éducation, on a appris mentalement, chacun, que faire du sport, ça pouvait être l'affaire d'un garçon, et l'éducation, le soin, l'attention aux autres, ça c'est plutôt l'affaire des filles. Bien, remettons cette question-là en cause, et peut-être nous verrons avancer un peu plus vite cette société que nous appelons à plus d'équité, plus de justice, d'égalité, etc. Vous voyez les termes qui viennent immédiatement à l'esprit. Alors est-ce que c'est bien raisonnable d'avoir cette ambition? Oui, mais la tâche est immense. Et ça, ce n'est pas une simple politique d'augmentation des effectifs dont on voit la limite aujourd'hui, qui permettra d'atteindre cette transformation radicale d'une société. Ça dépasse même le sport. Ça ne se joue pas dans l'espace sportif. Ça se joue dans l'espace complet d'une société. Dans ce qu'il y a de plus compliqué et de plus difficile à transformer, nos mentalités. Puis on a déjà cité Einstein, je vais encore le citer. Il disait que c'est bien plus difficile de démonter, je ne sais pas le terme qu'il utilise, il ne me vient pas à l'esprit, c'est plus difficile de démonter une mentalité qu'un atome. Vous voyez la résistance de cette institution mentalité. Ça, c'est compliqué. C'est notre travail. Avec le sport, bien sûr, on peut entamer. Et les filles minorités agissantes en sport ont un rôle social à jouer très, très important. Mais pour l'instant, elles sont minoritaires. Donc, la lutte continue, si je peux me permettre ce vocabulaire de militant politique. Merci beaucoup pour votre écoute. Merci beaucoup, Denis, pour ces propos à la fois très éclairants et très provocateurs. Et c'est très bien qu'on puisse déconstruire cette situation. On reviendra très certainement cet après-midi encore sur cette question.